Bonjour et bienvenue, nous sommes le 3 février 2021 et je souhaite aborder avec vous sur Facebook ou sur notre réseau odyssée.com cette nouvelle capsule, la capsule 16 de mémoire, qui va traiter de la deuxième posture du triangle de Karpman que j'ai abordé dans la capsule précédente, où je vous ai donné mon sentiment, mon expérience sur la posture de bourreau. Maintenant, bien évidemment, pour que le bourreau existe, il faut qu'il y ait une victime ou des victimes. Donc je vais aborder avec vous dans cette capsule la posture de victime du triangle de Karpman, le triangle des jeux psychologiques que l'on retrouve dans le cadre familial, scolaire, professionnel, religieux, bien sûr, politique et commercial ou économique. Donc, le psychologue Karpman avait donc défini ces trois postures de jeu psychologique, dont le noyau, bien évidemment, vous l'avez compris, est la manipulation. Elle peut être, je dirais, légère, cette manipulation, comme elle peut être toxique, destructrice, voire perverse. Donc, la posture de victime. Un bourreau n'existe pas sans victime, et une victime, paradoxalement, mais vous l'avez compris, n'existe pas sans bourreau. Alors, pourquoi est-ce que la victime accepte qu'on la martyrise, qu'on la traite comme un objet? Pourquoi accepte-t-elle de se soumettre? Eh bien, il faut chercher, bien évidemment, dans les blessures constitutives de l'organisation émotionnelle et psychique de l'enfant. Selon les blessures, et la blessure d'injustice ou d'humiliation sont souvent les blessures les plus fortes, on va se rendre compte que l'enfant a intégré le fait qu'il n'avait pas de valeur. Ainsi, son estime de lui-même n'a pas été suffisamment construite pour qu'il estime avoir sa juste place dans sa famille, dans la vie en général. Il considère donc, à travers son expérience, même dans sa fratrie, qu'il a la position du petit canard noir et que par définition, il n'est pas digne d'amour. La victime est quelqu'un qui se mésestime, car on lui a fait croire, à force de répétition, qu'il n'avait aucune importance, aucune valeur, on l'a méprisé, on n'a pas tenu compte de ses avis, on n'a pas répondu à ses besoins, essentiellement d'amour, sans parler parfois de ses besoins vitaux, puisque la victime est souvent quelqu'un de maltraité et de laissé de côté au profit du frère, de la sœur ou d'autres personnes dans la famille. Cette position victimaire va donc s'étoffer et va devenir une stratégie de survie pour l'enfant qui en est victime. Je m'explique. La victime, prenant conscience qu'elle n'a aucune valeur, va paradoxalement créer des situations où son rôle de victime va être aggravé. Faire des bêtises, ne pas obéir, s'opposer. Et le paradoxe de cette affaire, c'est que plus cet enfant se positionne en victime active, plus il obtient, cet enfant, de l'attention. Et oui, c'est assez paradoxal, mais la victime crée son propre malheur pour conserver l'essentiel. Même si on la bat, même si on la maltraite, même si on la méprise, cette victime existe par défaut. C'est paradoxal, n'est-ce pas? On a le même processus de survie psychique avec les personnes qui vont se créer un handicap, se créer une maladie auto-immune, c'est-à-dire qu'ils vont générer eux-mêmes leur propre maladie, simplement pour obtenir de l'attention. Et cette posture victime est une posture qui peut être une posture stratégique, donc une forme de manipulation aussi. Vous comprenez mieux la subtilité qui consiste à ne pas prendre pour argent comptant ce que vous raconte une victime. Ce peut être objectif de son point de vue, mais c'est peut-être une façon de réécrire l'histoire. Donc en tant qu'accompagnant ou en tant que parent ou ami, on doit être assez vigilant par rapport à cette narration, ce discours. La victime a sa propre carte du monde, comme chacun de nous. Et elle va traiter de bourreau toutes les personnes qui ne répondent pas à ses attentes. Et bien évidemment, lorsque l'on n'a qu'un marteau, tous les problèmes dans la vie sont des clous. Donc la victime va chercher des clous. Donc des personnes potentiellement bourreaux, dictateurs ou autoritaires, pour pouvoir justement exprimer leur posture de victime. On est toujours dans la co-création. Rappelez-vous, c'est un phénomène de survie, c'est aussi un phénomène spirituel. La victime n'est pas toujours victime. Elle peut même parfois être le bourreau. Combien de personnes, dans le monde du travail ou dans la famille,
se sont plaints de ces victimes qui imposaient leur diktat. Non, nous ne pouvons pas manger ceci parce qu'elle est allergique, nous ne pouvons pas aller au soleil parce qu'elle est fragile, nous ne pouvons pas faire de réunion parce que cette personne ne peut pas rester assise ou parce qu'elle a un handicap, etc. etc. Donc on comprend mieux maintenant que cette posture de victime n'est pas si simple à décoder. Alors bien sûr, il existe de véritables victimes, celles qui ne sont absolument pas responsables de ce qui leur arrive et qui cherchent de toute leur force à se libérer de cela. Et nous devons prendre soin et accompagner ces victimes pour qu'elles sortent de ce piège dans lequel elles sont tombées, qu'il soit familial, professionnel ou une secte par exemple, qui les a endormies avec de jolis mots, de belles phrases, et qui en fait les a maintenues prisonnières pour pouvoir les exploiter au maximum. Alors la victime, bien sûr, la réelle victime a subi un lavage de cerveau, un conditionnement, une propagande médiatique, une propagande professionnelle ou familiale. Dans notre famille, c'est comme cela que nous réagissons. Dans notre religion, nous considérons que ça, c'est inacceptable. Dans notre entreprise, nos valeurs considèrent que si vous ne faites pas cela, vous êtes un mauvais élément. Et oui, être victime, se soumettre, ou accepter d'être libre et perdre son emploi, sa famille, ses enfants, son conjoint. Dilemme important s'il en est. Mais il y a d'autres voies pour sortir de la victimisation. Celle qui consiste à prendre conscience, soit que nous sommes co-créateurs de notre souffrance, soit que nous sommes de réelles victimes, que la personne qui nous entoure, notre mari, notre patron, notre femme, notre enfant, ne veut pas notre bien, ne cherche pas à nous accompagner vers notre bonheur, bien au contraire. Elle cherche plutôt à nous en éloigner, car si nous étions heureux et libres, alors ils prendraient conscience qu'ils perdent de leur pouvoir ou qu'ils sont simplement malheureux. Prendre conscience de son statut de victime, c'est la première étape pour s'en libérer. La deuxième étape consiste à refuser de jouer à la victime. C'est assumer ses responsabilités. Oui, je me suis trompé, mais je ne suis pas parfait et j'ai le droit de ne pas être parfait. J'ai le droit de me tromper. J'ai le droit d'être qui je suis. J'ai le droit d'avoir raison ou d'avoir tort. J'ai le droit de ne pas être d'accord. Et mieux encore, j'ai le droit de n'avoir aucun avis. La victime n'est plus une victime lorsqu'elle affirme son état d'être, lorsqu'elle parle du cœur. Et pour trouver cette force en elle, il est nécessaire, indispensable, que de revenir dans son cœur. Et revenant dans son cœur, on trouve les moyens, les forces extraordinaires qui consistent à prendre soin de soi et des autres. Et en prenant soin des autres, en aidant d'autres victimes à sortir de ces pièges, on contribue à renforcer son estime de soi, à retrouver une place d'être humain aimant. Et on vit chaque instant comme un instant extraordinaire de vie. Ce n'est pas important que d'attendre la mort. Ce qui est beaucoup plus important, c'est de vivre. Et la victime n'est plus une victime lorsqu'elle décide, en son âme et conscience, d'être vivante, ici et maintenant, pour accueillir ce bonheur extraordinaire de vivre dans l'amour, dans l'instant présent.